Ce Noël est uniquement pour les enfants de Chloé. Ne viens pas. J'ai répondu, d'accord. Mais ils ne savaient pas que je venais d'acheter une propriété à 6 millions d'euros à Courchevel. Quand toute la famille est venue chez moi à la place. Les appels ont afflué. Bonjour, je m'appelle Hélène. J'ai 31 ans et je vis avec mon fils de 9 ans, Étienne. Cette année, alors que j'accrochais de petits ornements sur le sapin de Noël dans notre appartement à Grenoble, mon téléphone a vibré avec un message de ma mère. Ce Noël est réservé aux enfants de Chloé. Ne viens pas, juste 10 petits mots. Pourtant, pour moi, ils ont coupé comme une lame froide. Pendant tant d'années, je m'étais habitué à être mise de côté, à voir Chloé louer pendant que je restais silencieusement en marge. Mais cette fois, au lieu de protester ou de supplier, j'ai simplement tapé un seul mot en retour. D'accord. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que je venais de finaliser l'achat d'un chalet de 6 millions d'euros à Courchevel, un endroit vaste, chaleureux et rempli de lumière. Et quand d'autres parents, ceux qui avaient également été mis à l'écart comme moi, sont venus chercher un abri, je leur ai ouvert mes portes. Ce Noël-là, nous étions tous assis ensemble autour de la longue table, les rires et la lueur des bougies remplissant la pièce, pendant que mon téléphone vibrait sans arrêt sous les appels furieux de mes parents. Je suis né et j'ai grandi à Lyon dans une petite maison sur une rue calme où un vieux chêne étendait largement ses branches, ombrageant la terrasse d'entrée. C'était autrefois un endroit que j'appelais chez moi. Mais pendant de nombreuses années, je me suis senti plus comme une invitée survivant dans un espace qui n'a jamais été vraiment le mien. Dès mon plus jeune âge, j'ai remarqué la différence dans la façon dont mes parents me traitaient par rapport à ma sœur cadette, Chloé. Chloé était toujours appelée le bébé, le petit ange, l'enfant qui savait comment gagner le cœur des adultes avec son doux sourire et ses yeux pétillants. Quant à moi, j'étais calme et plus introverti, préférant les livres et les petits bricolages. Pour les étrangers, Chloé était adorable alors que j'étais difficile. Et à partir de là, la ligne entre l'aimer et l'oublier a lentement commencé à se dessiner. Je me souviens encore de la première fois que j'ai gagné un prix de sciences au collège. C'était un petit projet sur l'énergie solaire qui m'avait pris un mois entier de recherche et de bricolage avec des panneaux bon marché que j'avais achetés dans un dépôt-vente. Quand mon professeur a annoncé que j'avais gagné, j'avais hâte de rentrer à la maison, imaginant le moment où mes parents me serreraient dans leurs bras, me diraient à quel point ils étaient fiers et se vanteraient auprès des voisins que leur fille aînée était brillante. Mais quand j'ai tendu le certificat à ma mère, elle y a à peine jeté un coup d'œil avant de le poser sur la table. « Oui, très bien, ma chérie. Mais as-tu vu Chloé s'exercer au piano aujourd'hui ? Elle a joué un morceau entier sans manquer une seule note. » Je me suis figé, le sourire sur mon visage se raidissant, tandis que Chloé rayonnait à côté de moi, s'imprégnant des regards radieux et des louanges sans fin. À ce moment-là, j'ai compris que, peu importe mes efforts, la lumière dans cette maison ne brillerait toujours que sur elle. L'un des souvenirs les plus vifs de mon enfance est le Noël de mes 15 ans. Cette année-là, mes parents avaient installé un grand sapin dans le salon, et nous nous étions tous réunis autour pour ouvrir les cadeaux. Je me souviens encore de l'atmosphère de ce jour-là. L'odeur de pain d'épices emplissant l'air, le son des clochettes de Noël jouant à la vieille radio, et les lumières scintillantes se reflétant sur le papier cadeau rouge et vert. Quand ce fut le tour de Chloé, mes parents lui ont offert un vélo tout neuf, rose brillant, avec des roues qui portaient encore l'odeur fraîche du caoutchouc. Chloé a poussé un cri de joie, serrant notre mère très fort, tandis que notre père prenait photo sur photo pour immortaliser ce moment spécial. J'étais assise à côté d'eux, le cœur battant à toute vitesse, attendant mon tour. Quand un petit paquet m'a été tendu, je l'ai ouvert avec des mains tremblantes. À l'intérieur se trouvait une écharpe en laine grise. Ma mère a esquissé un léger sourire et a dit « Il fait froid en hiver. Je l'ai tricoté pour toi. » J'ai tenu l'écharpe, forçant un sourire, mais à l'intérieur, je ne ressentais qu'un vide. C'était comme si je n'étais pas digne de recevoir un cadeau qui pourrait faire battre mon cœur, comme si ma joie n'avait pas d'importance. À partir de ce moment, l'image de cette écharpe grise est devenue un symbole de ma place dans la famille. Un coin d'ombre, dont on ne se souvenait qu'en passant, jamais au centre. Les réunions de famille qui ont suivi n'étaient pas très différentes. À chaque fête, tout le monde se rassemblait dans la grande salle à manger. La table principale était toujours réservée à mes parents, à Chloé et aux invités importants. Quant à moi, même si je n'étais plus une enfant, j'étais souvent assise à la table d'appoint avec les plus jeunes cousins. Je m'asseyais là, essayant de participer à leurs conversations enfantines tandis que mes yeux dérivaient encore et encore vers la table principale où Chloé était le centre de l'attention, interrogée, couverte de louanges,
célébrée comme si elle était l'axe de l'univers entier. Chaque fois, je me sentais comme une ombre en marge, quelqu'un qui n'était pas en phase avec sa propre famille. Je ne me souviens pas combien de fois j'ai feint un sourire, hoché la tête juste pour m'en sortir, alors qu'à l'intérieur la blessure se creusait de plus en plus. Ce favoritisme ne concernait pas seulement les cadeaux ou les compliments. C'était la façon dont mes parents avaient construit toute une structure au sein de notre famille. Une où Chloé était automatiquement celle qui en valait la peine et où j'étais le supplément. J'ai appris à rester silencieuse, à chercher la joie dans mon propre coin. J'ai appris à ne pas attendre pour ne pas être déçue. Mais la vérité est que chaque fois que j'étais laissé de côté, chaque fois qu'une de mes réussites était ignorée, je sentais un autre petit morceau de mon cœur se briser. Ce sentiment, qui s'est étendu de mon enfance à mes années d'adulte, est devenu une blessure profonde, un feu silencieux qui me poussait à avancer. Je devais trouver un endroit où j'appartenais vraiment. Une table de ma propre création, où je ne serais plus relégué à la table d'appoint, où mon fils et moi pourrions garder la tête haute sans craindre d'être ignorés. Et j'ai juré qu'un jour, je réaliserais cette vision. Je me souviens encore vivement de mes 22 ans, l'année où ma vie a pris une direction que je n'avais jamais imaginée. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, j'ai failli m'effondrer. Mon petit ami de l'époque, celui que je croyais naïvement me tiendrait la main jusqu'à la fin, m'a regardé avec des yeux fatigués et a dit « Je ne suis pas prêt pour ça ». Quelques jours plus tard, il a complètement disparu de ma vie. Sans un au revoir, sans une seule promesse, je me tenais devant le miroir, ma main tremblante posée sur mon ventre, prise entre la peur et l'impuissance. Une question résonnait dans mon esprit. Suis-je assez forte pour cela ? Quand je l'ai dit à mes parents, espérant ne serait-ce qu'une once de protection, leur réponse m'a transpercé comme un couteau. Ma mère m'a regardé avec jugement et mon père a dit froidement, débarrassant. Si tu choisis d'avoir le bébé, tu es seul. Nous devons nous occuper de Chloé. Elle se marie bientôt. Elle a besoin de stabilité. J'étais abasourdi, jeté à la porte une fois de plus, me demandant comment mes parents pouvaient dire de telles choses à leur propre fille. Sans plus aucun espoir, aucun endroit où m'appuyer, j'ai compris que je ne pouvais compter que sur moi-même et sur la vie qui grandissait en moi. Pendant les premiers mois de ma grossesse, j'ai essayé de continuer à étudier. Mais quand mon ventre a commencé à s'arrondir, j'ai abandonné l'université et je me suis jeté dans le travail. J'ai pris 3 emplois à la fois, servant dans un petit café le jour, nettoyant des bureaux la nuit, et travaillant les week-ends dans un supermarché. La nuit, avant même la naissance d'Étienne, je m'asseyais dans ma chambre de location exiguë avec un vieil ordinateur portable que j'avais acheté avec de l'argent économisé, apprenant à coder pour la toute première fois. Je tapais chaque ligne, ma vision se brouillant d'épuisement, mais en moi vacillait un espoir fragile. Si je pouvais écrire ces lignes de code, peut-être pourrais-je réécrire mon destin. Le jour où Étienne est né était un jour d'automne glacial. Je l'ai tenu dans mes bras, regardant son petit visage et ses petites mains s'agitant dans l'air, et les larmes ont coulé sur mes joues. J'ai su à partir de ce moment que je ne vivais plus seulement pour moi-même. J'avais la responsabilité d'être un pilier, une lumière directrice pour mon fils. Et d'une manière ou d'une autre, Étienne est devenu la source même d'énergie qui m'a fait avancer, même lorsque le monde entier semblait me tourner le dos. Les premières années de son éducation ont été une succession de difficultés incessantes. Il y a eu des nuits où je devais bercer Étienne pour l'endormir tout en équilibrant mon ordinateur portable sur mes genoux, codant jusqu'à l'aube pour terminer un petit projet en freelance pour un client en ligne. Je me suis une fois évanoui dans la salle de bain d'épuisement après un service de nuit, pour me forcer à me relever quelques instants plus tard pour préparer son biberon. Il y a eu des moments où le loyer était dû et il ne me restait que quelques euros sur mon compte. J'ai survécu avec des nouilles instantanées pendant une semaine, gardant chaque repas correct pour Étienne. Pourtant, à travers tout cela, je voyais l'étincelle dans ses yeux, j'entendais la pureté de son rire, et je savais que je n'avais pas le droit de m'effondrer. Grâce à des cours en ligne gratuits et aux forums de programmation que je rejoignais discrètement, j'ai progressivement bâti une base dans le domaine de la technologie. J'ai commencé à travailler à distance pour quelques petites entreprises, acquérant lentement de l'expérience. Finalement, j'ai fait le grand saut et j'ai fondé une petite start-up axée sur un logiciel de gestion de données pour les cliniques médicales. La première fois, j'ai échoué misérablement et j'ai perdu le peu de capital que j'avais réussi à rassembler. La deuxième fois, je me suis associé à la mauvaise personne, on a profité de moi et j'ai failli faire faillite. Mais au lieu d'abandonner, j'ai traité chaque revers comme une leçon coûteuse mais inestimable. Chaque fois que je pensais à abandonner, il me suffisait de regarder Étienne,
le petit garçon, assis dans un coin du salon avec une bande dessinée entre les mains, ses jambes se balançant d'avant en arrière, et je sentais une nouvelle vague de force monter en moi. Je pensais à l'avenir, à un jour où mon fils pourrait fièrement dire à ses amis, « Ma mère a tout fait pour que je puisse avoir une vie meilleure. » Le chemin que j'ai parcouru n'a jamais été droit. Il était plein de nids de poules, couverts d'ombre, et il y a eu des moments où j'ai trébuché durement. Mais chaque fois que je me suis relevé, je me sentais un peu plus forte qu'avant. Et Étienne était la seule raison pour laquelle je n'ai jamais arrêté. Mon fils est devenu la preuve vivante que l'amour peut transformer une femme lasse et perdue en une guerrière, osant tout défier pour construire un nouveau monde pour nous deux. J'ai appris une chose. Peu importe à quel point votre point de départ est terrible, peu importe à quel point votre famille vous tourne le dos, vous pouvez toujours reconstruire votre vie à partir de rien. Pour moi, tout a commencé nuit après nuit sous la faible lueur d'une lampe de bureau, avec le cliquetis régulier des touches et la vue de mon fils dormant paisiblement dans son berceau usé juste à côté de moi. Cette nuit d'hiver, après des années de lutte avec de petits projets, j'ai décidé de consacrer toute mon énergie à une idée audacieuse, une plateforme de logistique médicale qui connectait directement les fournisseurs aux hôpitaux, permettant un suivi en temps réel des médicaments et des équipements. Quand j'ai partagé l'idée avec quelques vieux amis de l'industrie technologique, ils ont ri. Hélène, qui aurait jamais besoin d'un système aussi compliqué? Les hôpitaux se débrouillent très bien avec leurs anciens processus. Je n'ai pas argumenté. Je ne savais qu'une chose. Ces longues nuits en freelance à travailler pour de petites cliniques m'avaient montré les failles. Un seul envoi retardé et les patients étaient ceux qui en souffraient. Je voulais construire un outil qui pourrait sauver ces moments de vie ou de mort. Quand la pandémie de Covid-19 a soudainement éclaté, tout a changé du jour au lendemain. La demande médicale a explosé et les anciens systèmes fragiles ont exposé toutes leurs failles. C'est alors que ma plateforme est devenue une bouée de sauvetage. Hôpitaux et petites cliniques ont commencé à me contacter, demandant à la tester. Ma petite équipe et moi travaillons sans relâche, buvant tasse après tasse de café pour maintenir le système en marche. À cette époque, j'ai presque perdu la notion du temps. Prenant des appels avec des clients le jour, corrigeant du code la nuit, tenant Étienne près de moi tout en vérifiant les données. Mais c'est précisément la brutalité de la pandémie qui a transformé mon idée risquée en le produit dont tout le monde avait soudainement besoin. En seulement un an, cette plateforme s'est étendue à des dizaines de systèmes de santé. Nous avons été salués comme les opérateurs silencieux derrière d'innombrables vies sauvées. Je n'oublierai jamais le moment où un médecin m'a envoyé un email. Sans votre système, nous n'aurions pas eu assez de sang pour la chirurgie de la nuit dernière. En lisant ces mots, les larmes ont coulé sur mon visage. Et Étienne, assis à côté de moi, m'a tranquillement tendu un mouchoir et a murmuré, « Maman, je suis fier de toi. » Pourquoi? Peu de temps après, une grande entreprise a exprimé son intérêt pour l'acquisition de la société. Au début, j'ai hésité, mais en regardant mon fils qui grandissait, j'ai su qu'il était temps d'entrer dans un nouveau chapitre. L'accord a été conclu pour un montant que je n'avais jamais osé rêver, assez non seulement pour effacer toutes mes dettes, non seulement pour garantir les meilleures écoles pour Étienne, mais aussi pour enfin créer un véritable foyer pour nous deux. J'ai choisi Courchevel, non pas pour son luxe, mais parce que je voulais un espace assez calme pour entendre le vent, assez vaste pour qu'Étienne puisse courir librement sans se sentir confiné. J'ai versé un acompte sur un chalet de 6 millions d'euros, une propriété nichée dans les Alpes enneigées. Le tout premier jour où j'y ai mis les pieds, j'avais du mal à croire que je vivais dans la réalité. Le chalet était construit en bois de pin lavé, solide et simple, mais portant l'élégance d'une structure soigneusement conçue. Le salon s'ouvrait largement avec des murs de verre s'étendant du sol au plafond, offrant une vue imprenable sur les montagnes sans fin. Au coucher du soleil, la lueur rouge illuminait chaque crête rocheuse, se reflétant dans la pièce et la faisant flamber comme un tableau vivant. Au centre se trouvait une cheminée en granit plus haute qu'un homme, les flammes crépitantes comme un cœur qui n'arrêtait jamais d'accueillir la chaleur. La cuisine était à air ouverte avec un îlot en marbre blanc où je pouvais cuisiner tout en discutant avec Étienne ou des amis. Chaque chambre avait son propre balcon donnant sur la vallée enneigée. J'ai choisi une petite chambre entièrement meublée pour Étienne, avec un lit en chêne robuste, des étagères le long du mur et une fenêtre ronde donnant sur un petit lac de montagne. J'ai également préparé une chambre pour grand-mère Rose, le seul point d'ancrage émotionnel de mon enfance. Ce que j'aimais le plus, c'était la longue table de salle à manger en noyer massif, assez grande pour accueillir 20 personnes. En passant mes mains sur le grain naturel du bois, je me suis dit, ce sera ma vraie table. L'endroit où je décide qui est invité, qui s'assoit,
et où personne n'est jamais mis de côté. Quand Étienne a couru pour la première fois dans le large couloir, il a crié « Maman, on dirait un château ». J'ai ri, je l'ai pris dans mes bras, et mon cœur s'est gonflé à la fois d'accomplissement et d'émotion. Des années de sueur et de larmes, d'innombrables nuits avec seulement le son des touches qui cliquaient et le poids de la solitude, nous avaient finalement amenés ici, un endroit que je pouvais appeler chez moi sans me sentir comme une étrangère. Mais j'ai tout gardé pour moi. Je ne l'ai pas dit à mes parents, je n'ai rien partagé avec Chloé, et aucun membre de la famille ne connaissait l'existence du chalet. Je savais que si j'en parlais, il le transformerait en l'un des triomphes de Chloé ou détournerait l'histoire. Alors, je suis resté rien de plus qu'une ombre. Le chalet à Courchevel était mon secret, la carte que je gardais près de moi jusqu'à ce que le bon moment vienne. Et au fond de moi, je croyais que ce jour arriverait bientôt, car une fois de plus, j'avais été exclu de la table familiale. Mais cette fois, j'avais tout un monde à moi pour répondre. Quand je suis entré pour la première fois dans le chalet à Courchevel, je pensais ne ressentir que du soulagement. Mais quelques jours après le message de ma mère, la douleur persistait comme un nuage qui refusait de se dissiper. J'étais habitué à être laissé de côté, mais cette fois, avec Étienne à mes côtés, l'amertume était 2 fois plus profonde. Je ne pouvais pas expliquer à mon fils pourquoi ses grands-parents ne voulaient pas de nous à la maison pour Noël. Innocemment, Étienne a demandé « Maman, où allons-nous pour Noël cette année? Est-ce que mamie et papy me laisseront t'ouvrir des cadeaux ?» Je n'ai pu que lui caresser les cheveux et changer de sujet, la poitrine serrée par la douleur. Cet après-midi-là, j'ai décidé d'appeler tante Suzanne, la sœur cadette de ma mère, une femme à la fois douce et franche. Quand sa voix est parvenue à travers la ligne, teintée de surprise et de tristesse, j'ai su immédiatement que je n'étais pas la seule à être mise de côté. « Hélène, ils t'ont aussi laissé de côté » a-t-elle soupiré. J'ai forcé un sourire, bien que ma gorge soit sèche. « Toi aussi » ai-je demandé. Elle m'a dit que ma mère n'avait invité que la famille de Chloé cette année, sous prétexte de vouloir que ce soit chaleureux et simple. « Chaleureux pour qui » a dit tante Suzanne amèrement. « Chaleureux signifie juste un petit cercle. » Et nous autres, sommes-nous soudainement des étrangers? J'ai senti mon cœur se serrer. Ce n'était pas seulement moi. Tante Suzanne, qui avait passé tant d'années dévouée à la famille, avait également été mise de côté. J'ai ensuite appelé Daniel, son fils, le cousin qui avait été le plus proche de moi en grandissant. Sa réponse a été comme un autre coup de couteau. Ouais, on n'a pas été invités non plus. Maman et papa ont dit que cette année, il s'agissait simplement de laisser la famille de Chloé être à l'aise. Ça donne envie de rire, non? Tout tourne toujours autour d'eux. J'ai fermé les yeux, entendant la déception dans la voix de Daniel. Mes enfants n'arrêtent pas de demander pourquoi on ne va pas chez mamie pour Noël. Honnêtement, je ne sais pas quoi leur dire. Plus je parlais, plus il devenait clair que ce n'était pas une décision anodine. Cette année, ma mère et mon père avaient choisi de réduire la famille pour transformer Noël en la scène privée de Chloé. Tous les autres, moi, Étienne, tante Suzanne, le cousin Daniel, avaient simplement été effacés. La dernière personne que j'ai appelée était grand-mère Rose. Sa voix tremblait quand j'ai demandé « Grand-mère, vas-tu chez ta fille pour Noël cette année ?» Elle est restée silencieuse un long moment avant de répondre « Non, Hélène, je n'ai pas été invitée. Ta mère a dit qu'elle voulait seulement passer du temps avec la petite famille de Chloé cette année. » Je pouvais entendre la blessure dans chaque mot. Les enfants me manquent. Tu me manques aussi. Mais peut-être qu'il n'y a plus de place pour moi dans cette maison. J'ai serré les dents très fort alors que les larmes débordaient. Grand-mère, celle qui m'avait tenu dans ses bras pendant les Noëls les plus solitaires, était maintenant aussi mise en marge. Quand j'ai raccroché, je suis resté assise en silence pendant des heures, regardant par la baie vitrée les Alpes enneigées. J'étais habitué au favoritisme envers Chloé. Mais cette fois, ce n'était pas seulement moi qu'ils excluaient. Ils avaient fermé la porte à tous ceux qui ne correspondaient pas à leur cercle d'exposition. Et à ce moment-là, j'ai réalisé une nouvelle vérité. Je n'étais pas seul. Mon exclusion n'était qu'une partie d'une image plus grande où toute une branche de la famille avait été rejetée. À cet instant, une décision a surgi en moi, plus claire et plus forte que jamais. S'ils avaient fermé leurs portes, alors j'ouvrirais les miennes. S'ils avaient bloqué le chemin vers leur table, alors je construirais une nouvelle table, une où tout le monde aurait une place. J'ai envoyé un texto à tante Suzanne, Daniel et grand-mère Rose. Si vous n'avez nulle part où aller, venez chez moi. Courchevel, Savoie.
Je m'occupe de tout. La réponse est venue plus vite que je ne l'attendais. Daniel a appelé immédiatement, sa voix tremblante d'émotion. Tu es sérieuse, Hélène? Tu veux que nous nous réunissions tous chez toi? J'ai souri, sentant la chaleur revenir dans ma poitrine pour la première fois depuis des jours. Oui, nous n'avons pas besoin d'attendre qu'il nous accorde une place. Nous ferons notre propre Noël. Tante Suzanne a répondu par texto, donne-moi l'heure pour que je puisse commencer à faire mes bagages. Et grand-mère Rose, après une pause silencieuse, a dit juste une courte phrase qui a suffi à effacer toute ma solitude. Je viendrai. Envoie-moi l'adresse. J'ai posé le téléphone, la poitrine tremblante d'émotion. Le chalet de 6 millions d'euros qui n'avait été qu'un rêve secret devenait maintenant une vraie table, une où les gens se rassembleraient non pas à cause d'une invitation froide, mais parce qu'ils choisissaient d'être là. Étienne est entré en courant et m'a serré dans ses bras. « Maman, on va avoir des invités ?» J'ai hoché la tête, les yeux brouillés de larmes. « Oui, mon chéri. Nous allons avoir un Noël que tu n'oublieras jamais. » Et pour la première fois depuis des années, je sentais que je n'étais plus seul dans cette blessure. Je n'étais plus seulement l'enfant abandonné. J'étais celle qui avait la chance d'ouvrir les portes, de réécrire la façon dont notre famille se réunissait. Et ce Noël, je savais avec certitude, serait différent. Dès l'instant où tante Suzanne, Daniel et grand-mère Rose ont dit oui, j'ai refusé de rester inactive plus longtemps. Si j'osais lancer l'invitation, alors je devais en faire un Noël que personne ne pourrait oublier. J'ai commencé par appeler une entreprise de décoration d'intérieur à Courchevel, leur demandant de transformer mon chalet en un véritable pays des merveilles hivernales. Le gérant a d'abord hésité. « Êtes-vous sûr ? Le délai est très court. » J'ai répondu sans la moindre hésitation. « J'en suis sûr. Je veux que tout le monde entre et sache immédiatement que c'est notre Noël. » En quelques jours seulement, l'équipe de décorateurs a travaillé sans relâche, transformant le chalet en bois déjà chaleureux en un conte de fées hivernales. Sur la terrasse d'entrée, des lumières dorées étaient tendues le long des rampes, de sorte que lorsque les flocons de neige tombaient, ils reflétaient la lueur comme des milliers de petits diamants. À la porte, d'immenses couronnes de pin, de baies rouges et de rubans rouges vifs étaient fièrement accrochés, trouvant un équilibre entre grandeur et chaleur. Entrer dans le salon m'a presque coupé le souffle. Un sapin de Noël de 4 mètres de haut trônait dans le grand hall, couvert d'ornements argentés, de clochettes dorées, de rubans rouges profonds et surmonté d'une étoile de cristal radieuse qui reflétait les lumières scintillantes. À côté, la cheminée en granit rugissait de flammes régulières. L'odeur fumée du bois qui brûle se mêlait au léger arôme de biscuits à la cannelle qui flottait depuis la cuisine. Je ne voulais pas que les choses soient simplement belles. Je voulais qu'elles touchent chaque cœur qui entrait. C'est pourquoi j'ai porté une attention particulière à la table de la salle à manger. J'ai contacté une chef locale nommée Amélie, une femme réputée dans la région pour mélanger les saveurs traditionnelles avec une créativité moderne, et je lui ai dit que je voulais un menu qui soit à la fois familier et unique. Elle a suggéré une dinde rôtie fumée au bois de pommier avec une peau dorée et croustillante et une viande juteuse et tendre, du saumon frais d'un lac alpin grillé aux herbes, une salade d'hiver avec des noix de pécan et des oranges sanguines. Et pour le dessert, des tartes aux pommes chaudes à la cannelle avec des croûtes feuilletées qui libéraient une vapeur parfumée à chaque coupe. Et à côté de tout cela, il devait y avoir du lait de poule crémeux versé dans des tasses en céramique faites à la main, pour que lorsque nous lèverions nos verres, tout le monde puisse sentir la chaleur de la saison. Pendant que l'équipe de décoration et la cuisine s'affairaient, j'ai passé mon temps à préparer des cadeaux personnalisés. Je savais que rien ne fait sentir une personne plus chérie que de recevoir quelque chose choisi juste pour elle. Pour tante Suzanne, j'ai choisi un livre de photos des Alpes, connaissant son amour pour la photographie et son rêve de toujours de visiter la région. Pour le fils de Daniel, j'ai acheté un ensemble complexe de vaisseaux spatial Lego, celui dont il était obsédé depuis si longtemps, mais que ses parents ne pouvaient pas se permettre. Pour grand-mère Rose, j'ai trouvé une écharpe bleu marine tissée à la main, faite de la laine la plus douce, car je savais que ses épaules lui faisaient souvent mal à cause du froid en hiver. J'ai emballé chaque cadeau moi-même dans du papier craft simple, noué avec de la ficelle, et j'ai glissé une petite branche de pin sous le nœud pour que, une fois ouvert, le destinataire ressente à la fois le soin et l'amour qui y était plié. Étienne est devenu mon petit assistant tout au long des préparatifs. Mon fils était assis au milieu du salon, pliant soigneusement des feuilles de papier cadeau, les scellant avec du ruban adhésif et souriant de plaisir alors que la pile de cadeaux grandissait. À un moment donné, il a levé les yeux vers moi, ses yeux brillants. « Maman, on dirait notre Noël. » Je me suis figé, une boule se formant dans ma gorge.
Il avait raison. Ce n'était plus un Noël où nous étions exclus ou inclus à contre-cœur. C'était notre Noël, un Noël où nous choisissions qui s'asseyait à table et qui partageait notre joie. Je l'ai pris dans mes bras et j'ai murmuré, c'est vrai, Étienne. C'est notre Noël, et ce sera le meilleur de tous. Alors que la nuit tombait et que tout s'apaisait enfin, je suis sorti sur la terrasse, regardant les lumières dorées scintiller sur l'épaisse couverture de neige. Toute la scène semblait enveloppée de magie. J'ai pensé à tante Suzanne, à Daniel, à grand-mère Rose, des gens qui, cette année, se seraient assis tranquillement chez eux, se sentant pas assez importants pour être invités. Et j'ai souri parce que cette fois, ils entreraient dans un endroit où tout le monde était vu, où tout le monde comptait. Préparer Noël cette année ne consistait pas seulement à décorer, cuisiner ou acheter des cadeaux. Pour moi, c'était un acte de guérison. Chaque guirlande de lumière accrochée, chaque plat planifié, chaque ruban noué autour d'un paquet. Tout cela semblait apaiser la blessure que j'avais portée pendant tant d'années. Je n'étais plus la fille assise à la table d'appoint, serrant une écharpe grise pendant que ma sœur exhibait son nouveau vélo. J'étais devenue celle qui mettait la table, et cette fois, personne ne serait oublié. Ce soir-là, la neige tombait plus fort que d'habitude, recouvrant la pente qui menait au chalet. Je me tenais sur la terrasse, mon épais manteau enroulé autour de mes épaules, une tasse de cidre fumant réchauffant mes mains. Au loin, j'ai entendu le crissement des pneus sur la neige tassée. Faible au début, puis se multipliant. Des SUV sont apparus l'un après l'autre à travers la brume froide, chacun couvert d'une couche scintillante de givre qui brillait sous les lumières dorées que j'avais accrochées. Mon cœur battait la chamade, non pas de peur, mais d'une anticipation nerveuse que je n'avais jamais ressentie auparavant. C'était la première fois que la famille verrait le monde que j'avais tranquillement construit. La première voiture s'est arrêtée, la portière s'est ouverte et Daniel est sorti. Il portait une doudoune usée, le visage rouge du froid. Quand il a levé la tête et a vu le chalet illuminé contre le ciel gris argenté, il s'est figé. « Oh mon Dieu, Hélène !» s'est-il exclamé, sa voix un mélange d'émerveillement et de reproche ludique. « Tu as construit un univers entier comme ça et tu n'as rien dit. » J'ai ri, m'approchant pour le serrer fort dans mes bras. Assez surpris, Daniel a pointé du doigt la terrasse, secouant la tête encore et encore. Surprise ne suffit même pas. C'est incroyable. Quelques instants plus tard, la voiture de tante Suzanne a gravi la pente. Elle est sortie, tenant toujours un plateau de tarte aux pommes, et ses yeux se sont remplis de larmes à l'instant où elle a vu la maison. Ma chère, je n'aurais jamais pensé vivre pour voir quelque chose comme ça. Ce chalet, il est à couper le souffle. Je l'ai aidé à monter les marches, prenant une profonde inspiration alors que la fierté gonflait ma poitrine. Les enfants ont dévalé de la voiture, leur rire se répandant dans la cour enneigée, laissant des empreintes désordonnées dans la poudre blanche. Ils sont restés bouche bée en voyant l'imposant sapin de Noël scintiller à travers la baie vitrée. Il est énorme, a crié l'un d'eux, et tout le groupe a éclaté de rire. Alors que tout le monde entrait, Amélie attendait déjà avec un plateau d'apéritifs, du fromage fumé, des noix de Grenoble rôties au beurre et des tasses de cidre chaud fumant. L'arôme chaleureux remplissait l'espace, se mêlant à l'odeur boisée de la cheminée en granit. Le doux grattement d'une guitare acoustique d'Élie, un autre cousin, flottait dans l'air. Les enfants se sont précipités dans les larges couloirs, criant de joie, tandis que les adultes riaient et discutaient. Le grand chalet, autrefois silencieux, prenait maintenant vie, comme si chaque poutre en bois et chaque mur de pierre pulsait au son des rires. La salle à manger brillait à la lueur des bougies. La table en noyer massif que j'avais préparée il y a si longtemps était maintenant drapée d'une nappe blanche impeccable, dressée avec des assiettes en porcelaine étincelante et des verres en cristal qui scintillaient sous la lumière vacillante. J'ai laissé tout le monde choisir sa propre place. Il n'y avait pas de table principale, pas de table d'appoint. Épaule contre épaule, tante Suzanne, Daniel et les enfants étaient tous assis ensemble autour d'une longue table. C'était le moment dont j'avais toujours rêvé. Une famille réunie sur un pied d'égalité, sans que personne ne soit mis de côté. Amélie et l'équipe de cuisine ont apporté les plats principaux. Dinde rôtie fumée au bois de pommier avec une peau dorée et croustillante qui remplissait la pièce d'un arôme irrésistible, saumon grillé aux herbes, une salade d'hiver aux oranges sanguines et aux noix de pécan, et des tartes chaudes à la cannelle et aux pommes fraîchement sorties du four. Les verres de vin ont été levés, non pas avec de longs discours rigides, mais avec des cris joyeux de santé, résonnant sous le haut plafond en bois. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu tout le monde manger et partager de vraies histoires, pas les petites conversations creuses que j'avais entendues en grandissant. Dans cette chaleur,
grand-mère Rose, assise juste à côté de moi, a pris ma main dans la sienne. Ses mains étaient frêles, osseuses, mais chaudes comme le feu qui brûlait dans le foyer en granit derrière nous. Elle s'est penchée plus près et a murmuré, « Tu nous as rendu Noël ». Ma lèvre a tremblé, ma vision s'est brouillée. Cette seule phrase a sonné comme une confirmation que toutes les années d'efforts, toutes les larmes versées d'être exclues, m'avaient finalement conduite à l'endroit où j'appartenais vraiment. J'ai seulement hoché la tête, laissant la chaleur de ses mains se propager en moi. La guitare a continué à jouer, cette fois plus vite, plus joyeuse. Les enfants se sont entraînés à danser pendant que les adultes applaudissaient au rythme. Quelqu'un a sorti un téléphone pour enregistrer. Un autre a pris des photos de toute la famille réunie autour de la longue table. Bientôt, le chat de groupe familial s'est illuminé, des photos du festin, des vidéos des enfants chantant près de la cheminée, des clichés du sapin de Noël imposant brillant de mille feux. Certains ont même posté des stories sur les réseaux sociaux avec la légende, « C'est ça, le vrai Noël ». Un frisson d'inquiétude m'a traversé, sachant que ces images parviendraient sûrement à mes parents et à Chloé. Mais je n'ai rien arrêté, car cette fois, je n'avais plus peur. Alors que le dîner touchait à sa fin, Daniel s'est levé et a levé son verre. L'année prochaine, retrouvons-nous ici. Hélène a prouvé que Noël n'appartient à aucun autre endroit. Il vit dans nos cœurs. Tout le monde a applaudi ensemble, le son des verres qui trinquent résonnant brillamment. J'ai regardé autour de la table les visages rayonnants, tante Suzanne, Daniel, grand-mère Rose, les enfants, et pour la première fois de ma vie, je me suis senti vraiment vu. Pas à cause d'un diplôme, pas à cause de l'argent sur mon compte, mais à cause de quelque chose de simple. J'avais osé ouvrir la porte et construire ma propre table. Cette nuit-là, je me tenais tranquillement sur la terrasse pendant que les conversations continuaient à l'intérieur. Devant moi, les Alpes se dressaient sous le pâle clair de lune, la neige tombant comme des cristaux. J'ai pris une profonde inspiration, l'air glacial me brûlant les poumons, mais me clarifiant l'esprit. Je savais que, peu importe à quel point mon téléphone sonnerait demain, j'avais fait un pas en arrière impossible. J'avais choisi d'ouvrir la porte au lieu d'attendre, et je garderai cette nuit de Noël pour toujours dans mon cœur comme un rappel que je n'étais plus en marge. J'avais trouvé ma propre place, ici même, à cette table. Le lendemain matin, une faible lumière du soleil filtrait à travers les lourds rideaux de la chambre principale. Je m'étais à peine réveillé que le téléphone sur la table de chevet en bois a commencé à vibrer sans relâche. Au début, ce n'était que quelques appels manqués, mais bientôt l'écran s'est rempli de notifications. Des appels de ma mère, de mon père, puis de Chloé. Quand je l'ai pris, il y avait plus de 20 appels manqués d'affilée, comme une tempête frappant à ma porte. Les messages affluaient les uns après les autres. Des mots durs, des accusations, la même colère latente à laquelle je m'étais si habitué au fil des ans. J'ai pris une profonde inspiration et je suis descendu. Dans le salon, la cheminée rougeoyait encore faiblement de la veille, et des couvertures étaient froissées sur le canapé où les gens s'étaient rassemblés. Étienne dormait encore, et grand-mère Rose s'était levée tôt, assise près de la fenêtre avec une tasse de thé chaud. Je me suis assise en face d'elle, tenant le téléphone qui n'arrêtait pas de vibrer dans ma main. Sur l'écran, un message de Chloé, coup bas, Hélène. Vraiment bas. J'ai pincé les lèvres, mis le téléphone sur haut-parleur et l'ai posé sur la table. Ma voix était calme. Je pense qu'il est temps que vous entendiez tout aussi, grand-mère. La voix de ma mère a éclaté la première, aiguë et stridente, coupant à travers le grésillement du haut-parleur. Mais qu'est-ce que tu croyais faire, Hélène? Toute la famille parle de ton petit coup monté. Qui t'a donné le droit d'organiser une fête séparée sans nous consulter? Mon père est intervenu, sa voix grave et lourde. Tu nous as embarrassés. Que penses-tu que les gens disent en voyant ces photos partout sur les réseaux sociaux? Que pensent-ils de cette famille? Je me suis redressé, mes mains posées calmement sur mes genoux, ne tremblant plus comme avant. Mais avant que je puisse ouvrir la bouche, grand-mère Rose a posé sa tasse de thé. Sa voix est sortie lentement mais fermement à travers le haut-parleur. Écoutez bien. C'est vous qui avez oublié Hélène toutes ces années. Pour cette fête, elle n'a oublié personne. Elle a ouvert ses portes à nous tous, même à moi. Et pour la première fois depuis de nombreuses années, j'ai vu cette famille vraiment assise ensemble à nouveau. Le silence s'est fait dans la pièce. J'ai regardé l'écran du téléphone, observant les petits points apparaître comme si quelqu'un tapait, puis disparaître. Finalement, ma mère a poussé un soupir sec, sa voix plus douce, mais toujours raide.
Je n'ai jamais voulu blesser personne. Nous voulions juste que Noël soit simple, juste la famille proche de Chloé. La voix de grand-mère Rose s'est immédiatement aiguisée. Et Hélène et Étienne? Ne sont-ils pas de la famille? Je n'ai pas été invité non plus, alors qui suis-je à vos yeux? Mon père a bafouillé, essayant de trouver une excuse. Nous ne pensions pas que quelqu'un s'en soucierait autant. J'ai entendu le bruit sec de la main de grand-mère Rose frappant la table à l'autre bout du fil. Sa voix tremblait de fureur. Vous ne pensiez pas? Ça fait 30 ans que vous faites ça. Hélène n'a jamais été louée, n'a jamais eu de place à la table principale, n'a jamais été rappelée dans les moments qui comptaient. Et maintenant qu'elle fait quelque chose que vous n'attendiez pas, tout ce que vous ressentez, c'est de la honte. Pas de la honte pour la façon dont vous l'avez traitée, mais de la honte pour la façon dont les étrangers vous voient. C'est ça qui est vraiment déchirant. Cette fois, un vrai silence a rempli l'air. J'étais assise là, écoutant le tic-tac de l'horloge murale, sentant comme si toute la pression dans ma poitrine fondait enfin. Autrefois, dès que mes parents me grondaient, je me précipitais pour m'excuser, le cœur battant à tout rompre, les mains froides de peur. Mais maintenant, je n'avais plus peur. Je me sentais légère, comme si enfin quelqu'un avait dit à voix haute tous les mots que j'avais avalés pendant tant d'années. C'est Chloé qui a rompu le silence, sa voix amère coupant à travers le haut-parleur. Tout ça, c'était juste pour attirer l'attention. Hélène, tu as toujours aimé jouer la victime. Es-tu satisfaite maintenant? Tu as ridiculisé toute la famille. J'ai laissé échapper un léger rire, ma voix calme et stable d'une manière qui m'a surprise moi-même. Chloé, tu peux penser ce que tu veux, mais sais-tu ce qui s'est passé la nuit dernière? Pour la première fois depuis des années, toute la famille était assise ensemble. Pas de table principale, pas de table d'appoint. Tout le monde était vu. Tout le monde était entendu. Personne n'était exclu. As-tu déjà été témoin de ça? Il n'y a pas eu de réponse. Seulement le léger bruit de tapotement, peut-être mon père se raclant la gorge pour éviter la question. Finalement, il a marmonné une seule phrase sèche. Tu as fait honte à cette famille. J'ai levé la tête, regardant par les portes vitrées les Alpes saupoudrées de neige tombante, et j'ai souri, non pas un sourire amer, mais un sourire de paix. Lentement, délibérément, j'ai prononcé chaque mot. Je ne ressens pas de honte. Je me sens libre. J'ai appuyé sur le bouton pour mettre fin à l'appel. Dans le salon, grand-mère Rose a pris ma main et l'a serrée fort. Elle a hoché la tête, les yeux remplis de larmes, mais brillants de fierté. Tu l'as fait, Hélène. Tu n'as plus à avoir peur. Étienne est descendu en courant de l'étage, m'enlaçant, ne comprenant pas ce qui venait de se passer, mais souriant toujours vivement. Maman, et maintenant? Je l'ai soulevé dans mes bras, sentant une nouvelle force parcourir mes veines. J'ai su alors que les chaînes de la peur et de la honte avaient été brisées. Ce Noël, je n'avais pas seulement construit une table, je m'étais reconstruite. Après cet appel de confrontation tendu ce matin-là, j'ai mis mon téléphone de côté, ne voulant plus être englouti par des mots amers. Mais plus tard dans l'après-midi, quand j'ai rouvert le chat de groupe familial, ce que j'ai vu n'était ni de la colère ni des reproches. C'était des photos, des messages et des émojis débordant de joie. Daniel avait changé le nom du groupe, de son ancien titre sans via la famille de Courchevel. Juste 4 mots simples, mais ma gorge s'est serrée. Ce nom sonnait comme une déclaration. Le centre n'était plus la maison de mes parents à Lyon, il ne tournait plus autour de Chloé. Maintenant, la famille était vraiment liée par l'endroit où j'avais ouvert la porte. Les photos affluaient. Tante Suzanne a posté une photo des enfants courant autour du sapin de Noël de 4 mètres, leurs yeux brillants comme les lumières dorées sur ses branches. Daniel a partagé un court clip de tout le monde levant leur verre dans un joyeux santé, à la table à manger, les rires résonnant à travers le téléphone comme pour me ramener à ce moment. Un autre cousin a téléchargé une story d'Élie jouant de la guitare près de la cheminée avec grand-mère Rose se balançant doucement au rythme, son sourire doux et serein comme s'il pouvait faire fondre la dureté de l'hiver lui-même. La légende disait, Noël est vraiment revenu, et il vit à Courchevel. Tout le monde a commencé à faire des plans pour l'année prochaine, discutant même de qui serait en charge de quel plat. Tante Suzanne a écrit avec enthousiasme, l'année prochaine, laissez-moi m'occuper du dessert. Je veux faire des tartes aux pommes supplémentaires. Daniel a ajouté, j'apporterai mon appareil photo et j'en ferai un album de famille officiel. Un autre cousin a ajouté, et j'organiserai des jeux pour les enfants.
Les messages défilaient si vite que j'avais du mal à suivre. Mais chaque ligne, chaque émoji en forme de cœur ou de flamme me remplissait de chaleur. Au milieu de tous ces mots, grand-mère Rose a envoyé un court message qui semblait être l'essence de tout. Merci, Hélène. Tu nous as rendu ce que nous pensions avoir perdu. L'année prochaine, je m'assierai à ma vieille place à côté de toi. J'ai lu ce message encore et encore, mes mains tremblant, mes yeux me piquant. Pendant plus de 30 ans, j'avais vécu avec le sentiment d'être invisible. Mais avec cette seule phrase, je me suis senti vu, vraiment vu. Pas à cause de mes notes, pas à cause de l'entreprise que j'ai bâtie, pas à cause d'un chalet de 6 millions d'euros, mais à cause de ma présence et de mon cœur. Dans les jours qui ont suivi, le chat de groupe n'a jamais cessé de vibrer. Les gens partageaient des recettes, postaient plus de photos et racontaient leurs moments préférés. Un cousin a avoué, ça faisait des années que je ne m'étais pas senti à ma place. Merci, Hélène. Un autre a écrit, hier soir, ma fille a dit, maman, c'était le meilleur Noël de ma vie. J'ai lu ces mots le cœur battant, comme si chaque Noël solitaire du passé était enfin guéri. Pendant ce temps, mes parents et Chloé sont restés silencieux. Pas un seul message, pas une seule explication. Étrangement, je ne ressentais plus la douleur que j'avais autrefois ressentie. J'ai réalisé que leur silence ne prouvait qu'une chose. Ils n'avaient jamais vraiment été présents. Et pour la première fois de ma vie, je n'attendais plus qu'ils changent, car maintenant j'avais une nouvelle communauté, une vraie famille formée par ceux qui avaient choisi de se présenter, qui avaient choisi de s'asseoir ensemble à la table que j'avais construite. Un soir, alors qu'Étienne était assis sur le canapé en grignotant des biscuits et en faisant défiler les photos dans le chat de groupe, il a éclaté de rire. « Maman, regarde, je suis sur presque toutes les photos. » Je me suis assise à côté de lui, je l'ai enveloppé dans mes bras et j'ai murmuré, « C'est vrai, mon chéri. Parce que cette année, tu étais exactement là où tu devais être. » Ses yeux se sont illuminés, pétillant tout comme les lumières de Noël à l'extérieur. À ce moment-là, j'ai compris que ce n'était pas seulement moi. Mon fils avait aussi découvert le vrai sens de la famille. Cette nuit-là, en sortant sur la terrasse alors que la neige tombait, recouvrant la cour de blanc, j'ai pensé à ce changement. Pendant des années, tout avait tourné autour de Chloé et de mes parents. Chaque histoire, chaque regard, chaque mot de louange était canalisé vers eux. Et moi? J'avais été l'ombre poussée à la table d'appoint, le cadeau oublié sous le sapin. Mais maintenant, tout avait changé. Le centre ne leur appartenait plus. Ils s'étaient éloignés du cycle du favoritisme pour se tourner vers ceux qui étaient vraiment présents, ceux qui choisissaient l'amour et le respect. J'ai fermé les yeux et pris une profonde inspiration, l'air glacial me coupant la peau tandis que mon cœur brûlait de chaleur à l'intérieur. Pour la première fois, je n'avais plus à me battre pour être appelé par mon nom. J'avais été vu. Et plus important encore, j'avais appris à me voir moi-même. Le lendemain, l'écran de mon téléphone s'est allumé encore et encore, affichant les noms, maman, papa et Chloé. Les messages affluaient, leur ton devenant plus acerbe à chaque fois. Tu as fait honte à la famille. Hélène, sais-tu ce que les gens disent? Tu es allé trop loin. J'ai regardé les mots, puis j'ai posé le téléphone face contre table, le cœur étrangement calme. Il n'y avait pas de douleur lancinante cette fois, pas d'envie désespérée de me défendre ou de m'expliquer. J'ai choisi le silence parce que j'ai enfin compris que je n'avais plus besoin de leur approbation. Dans les derniers jours de l'année, alors que de fortes chutes de neige recouvraient tous les sentiers de Courchevel, mon chalet brillait comme un phare dans la vallée blanche. Étienne et moi avons passé notre temps à ajouter de petites couronnes de pin, à placer des bougies parfumées dans la maison. Il bavardait joyeusement du meilleur Noël de ma vie, de jouer avec ses cousins, de s'asseoir à la longue table et d'être appelé par son nom sur chaque photo. En le regardant, j'ai réalisé que tout ce que j'avais fait n'était pas seulement pour moi. C'était aussi pour Étienne. Pour qu'il grandisse sans porter la même blessure que moi. Dans les soirées calmes, alors que le chalet retrouvait lentement son calme, je m'asseyais devant la cheminée, repassant tout dans mon esprit. Du message froid de 10 mots de ma mère, ce Noël est réservé aux enfants de Chloé. Ne viens pas, au festin éclatant où tout le monde s'est rassemblé autour de la table en noyer. Tout cela ressemblait à un film au ralenti. J'ai compris alors que si j'avais continué à supplier, à essayer de me faufiler sur une chaise dans leur maison, j'aurais vécu pour toujours dans cette ombre invisible. Mais maintenant, j'avais osé construire ma propre table, et de manière inattendue, cet acte même avait donné une place à d'autres qui avaient été mis de côté. La dernière nuit de l'année,
je suis sorti sur le balcon à l'étage. Devant moi, la vallée de Courchevel était ensevelie sous la neige, le clair de lune baignant tout d'argent. J'ai resserré mon manteau, tenu une tasse de chocolat chaud fumant près de moi, fermé les yeux et murmuré, je n'ai pas besoin d'une place à leur table. J'ai construit ma propre table. Les mots se sont glissés dans l'air froid, se dissolvant dans la nuit, mais à l'intérieur de ma poitrine, il résonnait comme un vœu. Étienne est venu derrière moi et a enroulé ses bras autour de ma taille. Il a levé les yeux, ses yeux brillants au clair de lune, et a dit doucement, c'est chez nous, maman. Ma gorge s'est serrée alors que je me penchais pour l'embrasser sur les cheveux. Oui, Étienne. C'est notre maison. Chez soi, ce ne sont pas seulement 4 murs, mais l'endroit où l'on se sent aimé, où l'on est vu, où notre nom est appelé. Le téléphone dans ma poche a vibré une fois de plus. Je l'ai sorti et j'ai vu maman et clignoter sur l'écran. J'ai expiré lentement, puis j'ai appuyé sur refuser. Cette fois, il n'y avait ni douleur, ni tumulte. Je savais avec certitude. Couper les ponts n'était pas une vengeance. C'était une libération. J'avais passé trop d'années à attendre une reconnaissance qui ne viendrait jamais. Maintenant, je choisissais de mettre fin à ce cycle, d'ouvrir un nouveau chapitre, un où ma valeur n'était plus définie par personne d'autre. Quand je suis rentré à l'intérieur, la table en noyer portait encore des traces du festin. Quelques verres de vin laissés derrière, des miettes éparpillées sur la nappe, des chaises légèrement de travers. Je ne me suis pas précipité pour nettoyer. Au lieu de cela, je suis resté là un long moment, imprimant l'image dans ma mémoire, la scène même dont j'avais rêvé pendant des années. Une famille réunie. Pas de table principale, pas de table d'appoint, tout le monde assis ensemble comme un seul. Ce moment a prouvé que je n'étais plus la jeune fille de 15 ans serrant une écharpe grise bon marché pendant que sa sœur exhibait un vélo neuf et brillant. J'avais grandi. J'avais construit un espace où les gens appartenaient vraiment. En moi, une porte s'est fermée et une autre s'est ouverte. Je n'étais plus l'enfant exclu. J'étais devenue celle qui ouvrait la porte. Pas seulement pour moi, mais pour Étienne, pour tante Suzanne, pour Daniel, pour grand-mère Rose, et pour tous ceux qui avaient un jour été laissés de côté. Je savais que le chemin de la guérison était loin d'être terminé. Mais j'avais fait le premier pas, le plus important de tous. Cette nuit-là, avant d'aller me coucher, je me suis tenu à l'entrée, regardant Étienne dormir paisiblement dans sa petite chambre. Il serrait fort son ours en peluche, son visage calme sous la douce lueur de la veilleuse. J'ai murmuré doucement, tu grandiras sans jamais avoir à douter de ta valeur, car j'ai déjà porté ce fardeau pour toi. Et puis j'ai souri, un soulagement silencieux m'envahissant. Clôturant l'année avec la certitude qu'à partir de ce moment, nous n'aurions plus jamais à mendier une place à la table de quelqu'un d'autre. Parce que notre table était déjà mise, et ses portes resteraient toujours ouvertes pour ceux qui savaient vraiment comment la chérir. Si vous avez déjà été blessé, si vous avez déjà senti que vous n'étiez pas assez important pour être vu, souvenez-vous de ceci. Votre valeur ne dépend pas du fait que quelqu'un d'autre vous invite à vous asseoir à sa table. Vous pouvez construire votre propre table, un endroit où vous êtes respecté, où votre nom est prononcé, et où vous êtes aimé pour qui vous êtes vraiment. Les blessures peuvent apporter de la douleur, mais elles peuvent aussi devenir la force même qui vous permet de réécrire votre histoire. Vous êtes digne d'appartenir, et vous avez le pouvoir de créer cet endroit pour vous-même.